Et chaque semaine, on recevait des milliers de camions maliens qui rentraient sur la ville de Conakry. Et où les garer. On allait même construire des auberges à l'intérieur. Je pense qu'on m'avait pris un avion qui devait passer par Bamako, j'ai refusé. Je lui ai dit, je ne monte pas de cet avion. Mamadi Doumbouya était dans une lutte de souveraineté guinéenne, était dans une lutte qui allait dans le même sens que l'AES, j'allais être le premier au front à prendre les armes. Si je devais reconnaître quelque chose d'abord à la transition guinéenne, c'est d'avoir sauvé la CEDEAO. Je pense pour moi. Reprenez. Toute voix aujourd'hui qui s'élève contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya, du CNRD, est automatiquement anéantie et réduite au silence. Donc jusqu'à date, pas un COPEC de la CEDEAO? Non. Non. Jusqu'au niveau où nous intervenons ici, en tout cas, au niveau de l'information publique, nous n'avons pas reçu cela. Moi, Arthur Vanga, je ne peux pas me retrouver dans un pays en régime militaire, sauf en Guinée. Je l'ai dit devant vous tous. À l'époque, les gens n'ont pas prêté attention. Quand le président passait devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été clair sur ça. Il dit, ne nous prenez plus pour... nous sommes devenus suffisamment grands pour dire, faire ce que nous voulons faire. Et Doumbouya les appelait, il les appelait parfois. Même nous, on a constaté cela. On a constaté qu'au début, nous étions avec vous et les déclarations que vous teniez ici, les communiqués que vous teniez ici au Mali et au Burkina, nous, on répétait la même chose, on reproduisait la même chose là-bas. Quel parallèle pouvez-vous faire par rapport aux axes politiques tels que mis en œuvre dans les deux pays? Déjà ma présence ici, sur ce plateau-là, en sachant les positions de principe que j'ai, sont ce symbole d'ouverture et de dialogue qu'on doit imposer dans notre sous-région. Et moi, le premier geste le plus fort que j'apprécie dans la Guinée d'aujourd'hui, si je devais reconnaître quelque chose d'abord à la transition guinéenne, c'est d'avoir sauvé la CEDEAO. Je pense pour moi. Reprenez. C'est d'avoir sauvé la CEDEAO. D'accord, la Guinée a sauvé la CEDEAO. Je pense pour moi. Expliquez. Je l'explique. Parce que il y a 4 régimes militaires sur notre espace ouest africain. Il y a 3 qui ont décidé de fermer la porte, qui sont mis dans une position belliqueuse. Et je pense que si la Guinée basculait avec ces régimes militaires, la CEDEAO aurait beaucoup plus de problèmes qu'elle a aujourd'hui. Et le fait que la Guinée ait gardé, de toute façon, c'est le fondement de l'histoire de la Guinée, hein, depuis Ahmed Sékou Touré, d'être un pays qui compte dans la construction à la fois de l'intégration sous-régionale et de l'intégration africaine, c'est quelque chose à saluer. La Guinée est membre fondateur de la CEDEAO. De tous ces instruments-là, et donc c'est très bien. Deuxième chose qui est assez intéressante dans le régime de transition guinéen, ça a été le procès du 28 septembre, qui a démontré à la fois un savoir-faire de vos juges et qui a été très suivi. On le suivait souvent rigolant parce qu'il y avait quelque chose d'assez typique et exceptionnel dans les styles et dans les joies guinéennes, et ça c'est très bien. Et il y a quelque chose, même si très souvent je suis très dur avec les régimes militaires, il y a quand même une sorte d'ingéniosité institutionnelle parce que la dictature se définit dans son sens original, donc romain, comme le dictateur, c'est lui qui arrive à l'origine, hein, quand la cité a un problème. Donc on lui confie à lui les clés. Voilà. Et il travaille, il agit sans institution. On lui confie les clés. Si on ramène ça à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il y a quand même une sorte d'ingéniosité parce qu'on met en place des institutions censées accompagner la transition. Et ça permet de ne pas rester à 200% dans une concentration du pouvoir. Ça a été accompagné en Guinée avec même des institutions locales en termes de collectivités territoriales. Aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'un pays qui a sauvé la CEDEAO ne siège pas à la CEDEAO. Parce qu'il n'y a pas d'élection. Parce qu'on a une transition. Vous me permettez de terminer? Pour moi, il est temps de sortir de la transition. Deuxième chose sur laquelle je voulais venir, c'est la liberté. Moi, Arthur Vanga, je ne peux pas me retrouver dans un pays en régime militaire, sauf en Guinée. Je l'ai dit devant vous tous. Je pense qu'on m'avait pris un avion qui devait passer par Bamako, j'ai refusé. Je lui ai dit, je ne monte pas de cet avion parce que je ne suis pas sûr de ressortir pour les positions que j'ai prises. Mais en Guinée, vous avez cette liberté. Cette liberté et même d'intervenir sur la chaîne nationale de Guinée. C'est un début de liberté que même dans certains pays... Un début de liberté ou de la liberté? C'est de la liberté, je termine.
que même dans certains pays sous régime civil, vous n'avez pas. Voilà. C'est clair. Si le régime guinéen permet à Arthur Banga, antiputschiste notoire, de venir s'exprimer sur son plateau télé, il doit permettre à cette liberté qui a manqué. D'ailleurs, je pense que si les gens applaudissent, faut bien le dire, je suis contre ce principe, mais il a été applaudi. Si des gens ont applaudi, c'est parce qu'ils ont aspiré à la liberté. Et donc, pour moi, il faut aller loin dans cette liberté. Donc, pour me résumer, la Guinée a toute sa place. Et ce qui manque pour qu'elle prenne toute sa place, c'est de donner cette légalité, cette légitimité populaire aux autorités de Guinée. C'est fondamental. Et ça va nous permettre tous d'être à l'aise et tous de permettre à la Guinée de prendre sa place sur la scène internationale. Vous avez mis l'accent sur 2 points, sur le retard pris dans la mise en œuvre du chronogramme, mais peut-être vous avez omis une partie, c'est qu'on ne va pas aux élections tout seul, on va aux élections ensemble. Est-ce que vous avez conscience du fait que ça traîne quant au fait de rejoindre les rangs pour aller vers la fin de cette transition? Mais bien sûr, une élection, je le dis, et quand on fait la comparaison à la Côte d'Ivoire qui s'apprête elle aussi à aller dans une élection, je dis toujours aux gens que je croise, que ce soit des autorités ou des gens dans l'opposition, parce que nous aussi on a besoin en Côte d'Ivoire de cette élection pour sortir de notre convalescence. Parce que la Côte d'Ivoire, je revoyais les questions économiques quand notre consoeur sénégalaise parlait des indices macro. J'étais très impressionné par les indices macro de la Guinée aussi. Mais on est convalescent. Parce qu'après la guerre, on a eu des élections qui nous ont toujours causé des morts, etc. Donc aujourd'hui, l'élection de 2025, pour moi, elle doit confirmer la convalescence de la Côte d'Ivoire. Pour moi, elle passe par 3 choses. Transparence, participation, inclusivité. Mais c'est justement ce côté inclusif un peu. C'est ça que on vous laisse développer. C'est ça que j'ai introduit. Et pour moi, c'est nécessaire qu'il y ait de l'inclusivité. Et cette inclusivité, elle peut être bloquée aussi par des Guinéens, par l'opposition guinéenne. C'est pour ça que réussir une démocratie, c'est aussi le rôle de la transition, mais aussi c'est le rôle de l'opposition, c'est le rôle des Guinéens. Et je viendrai tout à l'heure lors de la CEDEAO, mais il faut que tous les Guinéens comprennent que aujourd'hui, s'ils doivent reprendre le chemin de la démocratie, d'une démocratie forte, c'est qu'ils se mettent ensemble pour discuter, pour dialoguer. Il faut que tous les Guinéens soient chez eux. Ça, c'est important. Il faut que l'opposition guinéenne travaille, la société civile travaille. Il faut aussi, je suis d'accord avec vous, que la CEDEAO joue son rôle. Et la CEDEAO a un devoir envers la Guinée. Parce que la Guinée a permis à cette institution de ne pas s'effondrer. Donc la CEDEAO doit jouer à la fois son rôle technique, son rôle de médiateur, parce que c'est normal quand on est dans un pays comme la Guinée. En Côte d'Ivoire, il y a une crise de confiance entre les acteurs. Qui va ramener cette confiance? Ce sont des frères. Et la CEDEAO a ce rôle à jouer. Et la CEDEAO a un rôle financier à accompagner. Elle doit convaincre tous les partenaires qu'elle a. Elle a su les convaincre. Ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Je suis d'accord et c'est pour ça que je m'en plains. Cette inclusion ne peut se faire que si chaque parti accepte de jouer sa partition, M. Banga, non? Mais bien sûr. Il y a l'adage qui dit quand tu parles au chat, il faut parler à la souris. Absolument. Sinon, il n'y aura pas d'appel à la maison. Donc, quand on demande au CNRD de faire encore plus, je ne dis pas qu'il ne fait rien, de faire encore plus vers l'ouverture du dialogue et pour qu'on ait une élection inclusive, naturellement, il faut demander à l'opposition ou à la classe politique d'elle aussi, pour répondre à la parole de l'Assemblée nationale, de mettre un peu d'eau dans son Yamoukouji pour qu'on puisse se retrouver à table. C'est indispensable, c'est nécessaire. Mais après, on ne va pas laisser les Guinéens otages d'une classe politique non plus. C'est pour ça qu'à la fin de la conclusion, il y a un référendum. Bien sûr. Et donc, il y a un dirigeant qui dirige aussi. Voilà, il y a un dirigeant qui dirige, il négocie, il discute, mais à la fin, si on ne va pas attendre... Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, d'autant plus qu'à la fin, c'est le peuple qui se prononce. Bien sûr. Dites-nous, du Sénégal, quelle lecture faites-vous de cette volonté du président de la République, des autorités, de mettre les Guinéens ensemble? On sait que le Sénégal est un exemple sur les questions de vivre ensemble, pas de conflit majeur entre les différentes composantes sociales. Dites-nous de là-bas, quelle perception avez-vous de l'axe social tel qu'il est déroulé, décliné par le CNRD? Alors, merci beaucoup, Banks. Après 2 jours d'imprégnation, je suis heureuse de noter qu'il y a une volonté de fixer le cadre de la cohésion sociale nationale. La vision de l'homme d'État. Aujourd'hui, quand vous regardez l'aéroport international de Conakry, Ahmed Sékou Touré est en chantier. Le port de Conakry était en chantier et encore en chantier avec la pénétrante qui a permis aux camions de nos frères maliens qu'ils ont eu des problèmes pour venir prendre le carburant au port de Conakry et les darrer.
Et chaque semaine, on recevait des milliers de camions maliens qui rentraient sur la ville de Conakry et où les garer. On allait même construire des auberges à l'intérieur. C'est pour vous dire que dans tous les secteurs, quand vous allez à Koloma aujourd'hui, la directionnelle de Koloma est devenue un chantier où vous voyez des pylônes qui poussent un peu de partout. À l'époque, les gens n'ont pas prêté attention. Quand le président passait devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été clair sur ça. Il dit, ne nous prenez plus pour... nous sommes devenus suffisamment grands pour dire, faire ce que nous voulons faire. Nous savons ce qui est bien pour nous. C'est passé inapproprié, mais en principe, c'est l'application, la mise en œuvre des politiques publiques aujourd'hui, c'est ce qui se fait. La Guinée fait ce qui est dans son intérêt, dans l'intérêt des autres. C'est pourquoi Simandou, ce n'est pas seulement même au-delà de la Guinée, c'est tous ces pays voisins-là. Aujourd'hui, on aura besoin de ces pays. Ces pays-là auront besoin d'avoir des marchés développés ici en Guinée. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a pas mal de mouvements d'hommes d'affaires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qui viennent parce que ça devient un projet à impact sous-régional. Et c'est en cela, je salue le Premier ministre Baouri, qui aime souvent revenir dessus. Il dit avec Soumandou, pour lui, il n'y a plus de match. Avec ça, juste tenir les côtes de façon solide et responsable. Et puis la Guinée devient la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce destin auquel, depuis les années 50, il était destiné. Je pense que c'est une opportunité pour nous tous, pour tous les pays voisins. Ça permet même de renforcer cette idée d'appartenance nationale, mais surtout sous-régionale, d'intégration. L'une des plus-values aussi de la gouvernance actuelle, c'est qu'on a amené les sociétés à appliquer effectivement le contenu de la loi minière. Et l'un de ces aspects, c'était qu'on devait rapatrier les devises issues de l'exportation minière, ce qui ne se faisait pas avant. Ensuite, c'était de contraindre les sociétés minières qui sont arrivées à un certain niveau de développement de leur projet à créer en Guinée leur base, leur siège, mais aussi à certaines sociétés de créer de la semi-transformation au niveau local. Et sur Simandou, c'est l'un des aspects les plus importants, c'est que aussi, en plus de Rio Tinto et de Winning, consortium Simandou, Winning, pardon, qui ont leur notoriété sur le plan mondial, il y a un des leaders de l'acier, Baou, qui intervient. C'est que ce qui va sortir de Bon Simandou, une partie va être au moins transformée en Guinée. Et donc ça fait plus de recettes fiscales, plus d'activités minières, mais aussi plus d'emplois créés au niveau local. D'accord. Alors, chez vous en Guinée, vous avez soutenu au départ le colonel Mamadi Doumbouya. Tout à fait. Aujourd'hui, vous le dénoncez. Tout à fait. Alors, vous dites que la Guinée vit une des périodes les plus sombres de son histoire. Tout à fait. Dans un monde aussi moderne. Aussi moderne. Qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Eh bien, ce qui n'a pas marché, c'est que le président Mamadi Doumbouya, qui est venu à la tête du pouvoir le 5 septembre, que nous avons tous acclamé parce que nous pensions qu'il avait mis fin à une dictature, qu'il avait mis fin à un régime qui bâillonnait les Guinéens, à un régime qui avait imposé un troisième mandat aux Guinéens au prix du sang, au prix de la vie de plusieurs de nos concitoyens. Alors nous pensions que le discours qui avait été tenu, dans lequel on a entendu des propos du genre « on est venu parce qu'on veut mettre fin à la gabégie, on veut mettre fin à l'injustice, on veut mettre fin justement à tous les maux qui gangrènent notre société », nous on a adhéré à ce combat, on a adhéré à ce discours. Mais avec l'évolution des choses, on a compris que la charte qui a été mise en place, qui, en son article 46, disait qu'après la transition, aucun membre de la transition ni du CNT n'allait être candidat, n'allait se porter candidat aux échéances électorales. Nous avons constaté aussi que les 10 points qui avaient été élaborés, sur lesquels la transition allait se dérouler, ont été violés. Nous avons constaté que le CNT, avec la complicité justement de son président, a mis un avant-projet en place que je traite de chiffon, dans lequel il y a un article qui permet la candidature indépendante. Ça, c'est un boulevard qu'ils ouvrent pour permettre la candidature du président Mamadi Doumbouya. Alors, moi, en tant que révolutionnaire, en tant qu'artiste engagé, je lui ai dit de vive voix, avant de commencer à faire des sorties dans les médias,
je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. Je lui ai dit qu'il fallait organiser des élections libres et transparentes et partir. Parce que nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous ne sommes pas un pays menacé. Nous sommes un pays en paix et nous ne voulons pas connaître de nouvelles dates similaires à celles du 28 septembre ou de nouveaux événements similaires à celles du 28 septembre. Moi, je lui ai dit ça d'abord de vive voix. Donc, pour moi, les objectifs ont été trahis. La mission pour laquelle ils ont fait le coup d'État, nous avons compris que ce n'était pas la mission, c'est pas cette mission qu'ils sont en train d'accomplir aujourd'hui. Et il fallait que je prenne ma responsabilité. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mes sorties. Et je crois que je joue dignement et pleinement mon rôle. Et dans tous les pays où je vais, je le dénonce. Comme quoi le pouvoir finit par corrompre. Tout à fait. Oui. Entre les bonnes intentions de départ et la réalité dans les actes, plus on dure au pouvoir, exactement, on finit par se métamorphoser. Exactement. Et ça, c'est la faute justement au système qui se met autour du chef de l'État, autour du président. Parce que moi, j'ai eu à lui dire ça. J'ai dit en Guinée, parce que moi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il m'a appelé. C'est lui qui m'a appelé, je suis venu le voir. Je lui ai dit, on a fait 1 heure de temps de discussion sur la Guinée. Il était très enthousiaste, il voulait que je l'aide à conduire la transition. Je lui ai dit, je ne pourrais pas vous aider. Vous et moi, on va aider la Guinée. Mais ce que je pourrais vous dire, Monsieur le Président, c'est qu'ici, il y a un système. Si vous ne tuez pas ce système, il va vous rattraper, il va vous tuer. Il m'a dit, c'est quoi le système? Je lui ai dit, le système, c'est votre entourage direct. C'est les intouchables, les indéboulonnables, des sacro-saints, des personnes capables de commettre des crimes qu'on ne peut pas toucher. Et ces personnes, c'est vos frères, c'est vos amis, c'est vos cousins, c'est vos camarades. Donc, il faut éviter cela. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce à quoi on assiste en Guinée. Malheureusement. C'est toujours les entourages des présidents qui commettent les exactions. C'est ça. Même avec le pouvoir de Sankara, c'était aussi parfois ces mêmes situations. Vous avez beau être intègre, patriote, vous voulez le bien de votre peuple. Il y a toujours des gens autour. Parfois, il y a des gens autour qui vous créent des problèmes. Et comment régler cette situation, justement, des entourages des chefs d'État qui polluent l'environnement, qui commettent des exactions? Il faut sévir. Il faut sévir. Et parfois, les présidents n'ont pas le courage de sévir. Exactement. Malheureusement. Il faut sévir. Vous savez, j'ai regardé tellement de documentaires sur Sankara, où parfois, je tire ma conclusion, je dis, est-ce que le président Sankara n'a pas trahi la révolution en se faisant tuer? Parce qu'il hésitait. Il hésitait pour moi. Pour moi, il ne voulait pas sévir. Il était le contraire du président Sékou Touré. Le président Thomas Sankara était le contraire du président. Le président Sékou Touré, il sévissait. Lui, il sévissait. Parce qu'il était clair pour lui que des complots ourdis par les Français étaient fomentés depuis la France pour la Guinée, contre lui. Donc, il sévissait. Et dans son entourage? Mais bien sûr. Mais Fodéba, je vous donne l'exemple. Le Fodéba Kéra. Fodéba Kéra, c'était un ministre du président Sékou Touré. C'était un de ses bras droits. Et c'est lui-même qui a créé les balais africains. C'est lui qui a même mis en place l'armée guinéenne et tout. Il fait partie d'un des cadres qui avait mis en place l'armée guinéenne, qui ont écrit les textes et tout. Mais il a fini au Cambouaro. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas d'état d'âme avec ces choses comme ça. Je pense que nos dirigeants aujourd'hui doivent arrêter d'être complaisants envers des proches à eux qui commettent certaines exactions qui retombent sur leur tête. Dans vos reproches vis-à-vis justement du président Doumbouya, vous parlez par exemple de musellement de voix discordantes. Tout à fait. Aujourd'hui, toutes les voix discordantes sont muselées. En l'occurrence, le général Sadiba qui a été assassiné parce qu'on le considérait comme un insoumis dans l'armée pendant qu'il était, si je peux me permettre, un des militaires les mieux formés dans l'armée guinéenne. Il y a aussi les 2 activistes qui ont été kidnappés, enlevés à leur domicile et aujourd'hui qui sont portés disparus. Toute voix aujourd'hui qui s'élève contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya, du CNRD, est automatiquement anéantie et réduite au silence. Donc ça c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Mais
je ne comprends pas le changement radical de l'homme. Je ne comprends pas, parce que ce n'était pas les intentions de départ. Ils n'étaient pas partis pour rester... On n'était pas partis, je ne dirais pas ils ont. Parce que vous vous sentez concerné. Non, il y avait l'adhésion du peuple, je me sens concerné. Et je me sens d'ailleurs coupable et responsable en partie, parce que j'ai fait la promotion, je l'ai accompagné. Vous avez donné votre pleine confiance. Mais oui, parce que nous avons amené le peuple à adhérer. Nous avons amené le peuple à croire et à accompagner. Mais aujourd'hui, c'est une trahison. C'est une chasse aux sorcières. Et voilà. Assez compliqué en tout cas pour la Guinée. Récemment, j'étais avec des confrères guinéens qui me parlaient aussi de la situation de la presse dans votre pays également. Je pense que les médias aussi sont frappés par cette situation. Fermés. Médias fermés. Médias en tout cas qui ne va pas dans la logique du CNRD. Fermés. Pendant qu'il y a des ministres aujourd'hui au sein du CNRD qui, sous le régime du président Alpha Condé, se servaient de ces médias pour insulter Alpha Condé, se servaient de ces médias pour critiquer avec des paroles très acerbes et impitoyables à l'endroit du pouvoir du régime d'Alpha Condé. Et ce que je ne comprends pas, Alpha Condé, que nous avons tous combattu, nous, lorsque nous étions en prison, au FNDC, lorsqu'on avait été arrêtés, les médias avaient la possibilité de filmer les manifestations. Il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues. Et ces images faisaient le tour du monde. Quel est ce président qui va accepter que ses adversaires, ses opposants fassent des manifestations filmées dans la rue et qui soient vues par le monde entier pour discréditer son pouvoir? Mais lui, il a laissé faire. Mais celui qui est venu pour nous sauver de cette dictature d'Alpha Condé empêche que cela soit fait. Paradoxe. Paradoxe. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi un paradoxe quand vous condamnez cela dans votre pays et que vous estimez que dans l'AES, ça peut se comprendre? Attention. Encore une fois, ne faisons pas d'extrapolation. Le combat de l'AES n'a rien à voir avec le combat de la Guinée. D'accord. Pour vous, l'AES est dans un combat de souveraineté. Pour vous, il y a la guerre dans l'AES, ça peut se comprendre. Si Mamadi Doumbouya était dans une lutte de souveraineté guinéenne, était dans une lutte qui allait dans le même sens que l'AES, j'allais être le premier au front à prendre les armes. Ce n'est pas la même chose. Vous demandez aujourd'hui aux Guinéens quelles sont vos préoccupations. Vous pensez qu'ils vont vous dire non, c'est sécuriser la frontière de Zérekoré ou sécuriser la frontière de Guéguédou ou celle de Fria parce qu'il y a la guerre, parce que nos parents meurent là-bas. Ce n'est pas ce qu'ils vous diront. Parce qu'on n'en connaît pas. Mais ils vous diront c'est comment manger, comment faire en sorte que le niveau de vie, que le panier de la ménagère, comment faire en sorte qu'on ait de l'électricité, comment faire en sorte... C'est ça la préoccupation première des Guinéens. Vous ne pouvez pas comparer cela à la situation dans les pays de l'AES. Vous êtes confronté à une situation, mais votre situation, c'est mondial. Et c'est le monde qui est en guerre contre vous. Quand je dis le monde, c'est qui? C'est des gens qui ont des intérêts en commun. Parce que l'impérialisme, s'il a quelque chose en commun, c'est que quand la France est en guerre avec toi, c'est l'Europe qui se met en guerre contre toi. Donc pour moi, ceux qui me posent la question, mais comment se fait-il que tu encourages, que tu soutiennes l'AES pendant que c'est des militaires qui sont à la tête de ces pays et que tu fustiges celui de ton pays? Mais il faut arrêter. D'accord. Je comprends votre logique justement sur ces questions-là. Alors, vous parlez tout à l'heure du 28 septembre. Quel enseignement vous en tirez aujourd'hui d'Addis Camara qui a des difficultés avec la justice de son pays? Vous savez, le 28 septembre, les seules personnes qui doivent tirer des leçons de ce procès, c'est le CNRD. C'est ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Parce que je l'ai chanté dans une chanson et je l'ai dit dans mes publications et dans mes sorties sur ma page Facebook. On n'est pas venu pour répéter l'histoire, on est venu pour changer l'histoire. Mais malheureusement, le CNRD est en train de répéter exactement l'histoire du CNDD.
Parce que le 28 septembre est la résultante de l'entêtement du CNDD à vouloir se maintenir au pouvoir, à vouloir s'éterniser au pouvoir. Et c'est dans ce affront qu'il y a eu ce massacre. Imaginez que demain, que Doumbouya se porte candidat aux élections. Les mouvements de soutien ont déjà commencé. Les voix les plus... Vous pensez qu'il veut rester? Mais les mouvements ont déjà commencé. Ils sont en train de prendre déjà l'argent du contribuable pour donner au mouvement de soutien à sa candidature à travers la ville de Conakry. Vous savez, la plus grande stratégie des dictateurs, c'est de rendre le peuple, d'appauvrir le peuple, de l'affamer, afin de pouvoir l'imposer ou lui imposer son dictat et sa volonté. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans notre pays, la Guinée. Et donc, pour moi, le 28 septembre risque, je ne souhaite pas du tout, mais ça risque de se répéter en Guinée, parce que l'histoire est en train de se répéter. Si Doumbouya se porte candidat, il va faire face justement à l'opposition des Guinéens. Parce que ce qu'il oublie, c'est que Dadis, dans son pouvoir, dans l'exercice de son pouvoir, le Guinéen est très, très euphorique dans l'exercice de son pouvoir. Et même après le 28 septembre, il y a des gens qui disaient encore, oui, on veut Dadis, Dadis, Dadis. Ça, c'est pas sincère. Non, c'est pas sincère. Ça, c'est dans tous les pays. La Guinée, les gens sont très émotionnels. Donc, eux, ils surfent sur l'émotion. Ils pensent qu'ils sont populaires, ils légitimes. Ils pensent qu'ils sont populaires parce qu'ils distribuent des billets de banque. Quand ils font une petite sortie, ils rentrent en Guinée, ils distribuent de l'argent, ils sont accueillis par les gens. Non. Mais avant le 28 septembre, c'était le même cas en Guinée. Mais ça n'a pas empêché le 28 septembre d'arriver. Alpha Condé, il est tombé. Avant qu'il ne tombe, quand il sortait dans la rue, les gens applaudissaient pour lui. En tout cas, c'est militant. Mais quand il est tombé, c'est les mêmes personnes qui sortent. Ouais, il est tombé. S'il y a une entité qu'on ne peut pas contrôler et connaître, c'est bien le peuple. Il est imprévisible. Imprévisible. Changeant. Alors, vous avez été reçu par le président nigérien, n'est-ce pas? Oui. C'est le cas. Et comment vous l'avez trouvé, le général Tchani? D'abord, je l'ai trouvé très accueillant. Très accueillant. Et c'est lui qui m'a invité, hein, avec le mouvement M62. Il y avait la semaine nationale de la souveraineté et de la culture, de l'indépendance du Niger. Et ça faisait les 1 an de leur pouvoir, leur arrivée au pouvoir à la tête du pays. Donc, ils m'ont fait venir parce que j'étais déjà allé là, une première fois. Donc, j'ai fait toutes ces activités avec eux. Ensuite, il m'a reçu. On a discuté justement de toutes ces questions dont on parle. On a discuté de la Guinée. Et voilà, il m'a dit que Doumbouya les appelait. Il les appelait parfois. Même nous, on a constaté cela. On a constaté qu'au début, nous étions avec vous. Et les déclarations que vous teniez ici, les communiqués que vous teniez ici au Mali et au Burkina, nous, on répétait la même chose, on reproduisait la même chose là-bas par rapport aux décisions que la CEDEAO justement prenait contre vous. Mais malheureusement, à un moment donné, on a vu que ça ne suivait plus parce que monsieur le président Doumbouya a prêté allégeance à la France. Et donc, le président Tchani, on a discuté de beaucoup de choses. Et il était très content du combat. Et il est très content du combat que je mène. Vous avez vu un homme convaincu de sa lutte Un homme convaincu, résilient, un homme prêt à donner sa vie pour son peuple et pour l'AES. Là, vous êtes au Burkina Faso. Une audience avec le président du Faso, c'est prévu? Bon, on a rencontré le ministre porte-parole, le ministre de Communication. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Oui, parce qu'il faut aussi savoir qu'il incarne mon idole. Il incarne Thomas Sankara. Et donc, on a des choses à se dire. Des choses à se dire, ouais. Oui. Le Mali également dans l'agenda? Exactement. Après, ici, c'est le Mali. Le Mali. Oui. Il est prévu également une rencontre avec les autorités maliennes. Tout à fait. Il faut les encourager, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et on doit s'accompagner d'ailleurs. On doit s'accompagner. Eux, ils ont besoin de nous. Nous, on a besoin d'eux. Nous, on a besoin de leur image pour montrer au monde entier qu'ils sont dans notre esprit et que nous sommes avec eux. C'est important. Important, justement. On suppose qu'après tout cela, et avec cette chanson sur l'AES, quelque part, il y aura certainement des projets musicaux dans ce sens.
de tournées, peut-être, des spectacles en vue? C'est prévu, c'est prévu. Il y a une caravane de l'AES qui est prévue. La caravane de l'AES, ça va faire le Burkina, le Mali et le Niger. C'est prévu. J'en parle déjà avec mes amis du Burkina, ceux du Mali, on en parle. J'arrive là-bas dans une semaine. Ensuite, ceux du Niger avec lesquels j'étais, on en a parlé. Donc, après ma tournée, on va trouver une date et puis essayer de faire cette tournée-là. Ça promet, certainement 2025. Oui, oui, pourquoi pas. Bien sûr. D'accord. Oui. Parce qu'il faut toujours requinquer le peuple. Il faut toujours réveiller le peuple. Un travail de longue haleine, un travail permanent. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous savez, en Jamaïque, par exemple, la Jamaïque était au bord de l'implosion lorsque Bob Marley a pris son bâton de pèlerin, il a mis les deux politiciens, les deux grands rivaux politiques du pays, il les a fait monter sur la scène. Il n'y a que la musique qui a cette capacité, qui a ce pouvoir. Attention, les gens, bon d'ailleurs, ils savent de quoi le musicien est capable. Hein? Capable. Ah oui.